Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité, Tugdual Lelève, il est conseiller municipal de Guingamp, responsable national responsable national Europe du mouvement Génération, enseignant à Sciences Po Paris. Voilà, c'est le vendredi. Bonjour Tugdual Lelève. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et tous et merci de votre accueil. Alors, on va parler de beaucoup de choses ce matin. On va parler de la crise, on va parler de l'Europe, on va parler de Guingamp. Je le disais en commençant, vous êtes conseiller municipal de Guingamp. Et tenez, on va parler justement tout de suite de Guingamp, en évoquant une ville qui aujourd'hui a planifié et a également réalisé beaucoup de travaux. Est-ce que c'est facile dans ce contexte de crise, de crise importante au niveau budgétaire, de pouvoir continuer les aménagements? Est-ce que c'est facile? Écoutez Stéphane, j'ai envie de vous dire, c'est jamais facile. Il y a toujours des contraintes, il y a toujours des difficultés qui apparaissent. C'est le lot de à peu près tous les projets qu'on peut les uns et les autres mener dans nos vies, dans nos collectivités, dans nos associations. Après, la question essentielle, je pense, c'est surtout est-ce qu'on a les moyens de les surmonter? Quels moyens on se donne pour les surmonter? Et je pense qu'en travaillant collectivement, c'est en tout cas l'esprit qui nous anime à la municipalité de Guingamp. On essaye de travailler le plus largement possible autour du maire, bien sûr, Philippe Le Goff, pour faire ces travaux-là. Donc, pour répondre à votre question, non, ça n'est pas facile. Maintenant, si on devait arrêter à chaque fois que ça n'était pas facile, je pense qu'on ne ferait pas grand-chose. Alors, il y a quand même les contraintes budgétaires, c'est une chose. Et puis, il y a cette inflation qui est arrivée, qui ne cesse d'augmenter. On espère qu'à un moment ou à un autre, évidemment, ça va se tasser un petit peu. Crise énergétique également, parce qu'il faut aussi faire des économies. Pour une ville comme Guingamp, c'est important, l'énergie, l'éclairage public, par exemple. Effectivement. Pour la ville de Guingamp, le sujet énergétique est un énorme sujet. C'est quasiment 90% d'augmentation. Donc on était passé de 370 000 et quelques à plus de 700 000. Donc ça représente un effort financier qui est loin d'être négligeable. Ceci étant dit, ça fait quand même déjà quelques mois qu'on parle de cette, on va dire, de cette flambée potentielle. On avait anticipé dans les budgets, ça avait été, c'est une difficulté qui avait été anticipée. On a l'habitude à la ville de Guingamp d'être assez prévoyant et essayer des fois de modestement de voir les choses en se disant qu'il peut se passer, il peut toujours se passer quelque chose. Donc voilà, pour vous donner quand même un ordre d'idée, si on se concentre sur les écoles par exemple, parce qu'on sait que ça va être un sujet aussi, le chauffage des écoles, on a quand même plus 45% entre l'année dernière et cette année sur la période janvier-juin. Donc voilà, ça nécessite des adaptations, c'est clair. Maintenant, il y a aussi des réflexions qui vont devoir être menées. Je pense à l'éclairage public, je pense aux illuminations de Noël. Je pense qu'il n'est pas question, en tout cas aujourd'hui, de supprimer ces illuminations-là. En revanche, il ne faut pas non plus s'interdire de réfléchir et de voir comment on peut s'adapter. Quand on est dans une période de crise comme c'est le cas aujourd'hui, il faut savoir être suffisamment agile, flexible pour réagir rapidement et en fait trouver le bon curseur, essayer de s'ajuster du mieux que l'on peut avec les connaissances qui sont les nôtres, avec ce que les experts peuvent nous dire d'une part, avec aussi les convictions politiques qui sont les nôtres d'autre part. Donc voilà, il y a cette pondération à trouver pour essayer d'apporter une solution et puis aussi quelque part essayer de répondre aussi aux Guingampaises, aux Guingampais en l'occurrence, mais c'est vrai partout, c'est vrai dans toutes les collectivités qui sont aussi en attente dans des périodes comme celle-là. Alors il y a un grand écart, on l'aura compris, à faire entre continuité des services publics et économie. On anticipe aussi l'avenir avec cette crise. On pense aux bâtiments publics qui n'étaient pas forcément prévus il y a quelques années pour économiser l'énergie. Est-ce qu'il y a une réflexion en ce sens à Guingamp? Évidemment. Évidemment, la réflexion elle est à tous les échelons. C'est-à-dire qu'on essaye modestement et humblement de se dire, nous, à notre échelle, alors bien sûr, on n'est pas, ça n'aura échappé à personne, on n'est ni à la tête de l'État, ni à la tête d'autres collectivités, mais on essaye à notre échelle de faire les efforts qui vont s'imposer. Je vous le dis, c'est sur les bâtiments publics, sur le chauffage, par exemple, c'est aussi sur des travaux qu'on est en train de mener pour de l'isolation. Vous allez baisser la température cet hiver? Écoutez, la température va être aux alentours de 18-19 degrés, voilà, donc on essaye de faire cet effort-là aussi, et on essaye de
contribuer. Voilà. Après, j'ai envie de dire malheureusement, ça n'est pas nous seuls qui allons régler ni le problème de la transition écologique, ni même le problème des financements des collectivités locales. En revanche, on s'adapte. On essaye d'être constructif parce que je crois que c'est aussi le mot d'ordre et c'est aussi la philosophie qui est collectivement la nôtre autour du maire et sur le projet municipal. C'est de travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions. Parce que finalement, en fait, c'est ce qui importe au Guingampais, c'est ce qui importe aux citoyens de manière générale, aux citoyens que nous sommes tous d'ailleurs. Mais c'est essayer de trouver des solutions pour au final, essayer de mieux vivre ensemble, essayer de vivre dans des bonnes conditions, et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, il y a cette précarité, à Guingamp comme ailleurs, évidemment. Cette précarité, elle subit de plein fouet cette crise. Les ménages les plus modestes ont du mal à payer leur électricité. Alors, on ne parle même pas du carburant dans la période actuelle. Est-ce que, là aussi, il va falloir avoir une attention particulière pour les plus fragiles? Parce que on ne peut pas augmenter les impôts, j'imagine, c'est très tenu, mais il faut quand même que la ville puisse être à l'équilibre au niveau budgétaire. Là encore, j'allais reprendre ce terme de grand écart un petit peu pour essayer de... que ça ne casse pas finalement. D'abord, vous avez tout à fait raison, je partage et le diagnostic et l'esquisse de solution que vous nous proposez, Stéphane. Il y a effectivement un double jeu à jouer. Alors, on a beaucoup de chance à la ville de Guingamp. Enfin, c'est pas de la chance d'ailleurs, c'est beaucoup de travail. Et je pense que c'est aussi l'occasion de saluer les équipes qui, autour des élus, autour du maire, il y a aussi beaucoup d'équipes qui travaillent à ça. Et c'est aussi l'occasion de les remercier pour le travail qu'ils et elles font au quotidien. Mais on a la chance d'avoir un budget, il faut le dire, je crois, mais il faut rester humble aussi, mais il faut le dire, c'est un budget qui est solide, qui permet une forme de sérénité parce que nous avions aussi anticipé les choses et que nous avions vu venir, ou en tout cas nous pensions qu'il était possible que, enfin bref, vous m'avez compris. Mais donc j'ai envie de vous dire, oui c'est vrai qu'il y a un effort à mener. Cet effort-là, c'est un effort qui doit être partagé, c'est un effort qui doit aussi être fait dans le respect de ce qui nous semble et de nos convictions à nous. Et l'une de nos premières convictions à la ville de Guingamp comme ailleurs, c'est le fait qu'on ne souhaite certainement pas laisser notamment les plus fragiles d'entre nous sur le bord de la route, et que dans toutes les politiques que nous menons, que ça soit de l'habitat, que ça soit de l'aide alimentaire, que ça soit, enfin, j'en passe et des meilleurs, y compris même sur la circulation en ville, l'énergie, etc., etc. On se dit que eh bien, s'il y a bien quelqu'un ou s'il y a bien des gens à aider, c'est malheureusement celles et ceux qui sont dans des situations parfois difficiles et qui n'ont peut-être pas d'autres moyens. Et c'est aussi le rôle de la collectivité. Le rôle de la collectivité, ça n'est certainement pas de tout faire. En revanche, c'est certainement quand même de servir non seulement de levier pour le reste de la société, mais c'est aussi une forme de soutien pour celles et ceux qui ont peut-être eu un accident de la vie ou qui sont dans la difficulté sur une période donnée de leur vie. Voilà. Donc on essaye de remplir ce rôle-là qui est donc, vous l'aurez compris, je pense, évidemment politique, bien sûr, mais c'est surtout pragmatique et c'est surtout ancré dans la vie réelle, j'ai envie de vous dire. C'est des gens qu'on croise finalement. Oui, absolument. C'est des gens qu'on croise sur le marché le samedi matin ou le vendredi. Voilà, c'est ce mélange-là de conviction. C'est un mélange aussi de pragmatisme vu les contraintes, les difficultés qui sont les nôtres. Et le but, c'est d'y répondre. Donc voilà. Avec des contraintes aussi pour les collectivités aujourd'hui. J'ai reçu ici nombre de maires, de présidents d'ADLO qui disent voilà, l'État nous laisse un petit peu au milieu du gué en n'allant pas jusqu'au bout des aides finalement. Voilà, c'est une véritable question aujourd'hui. C'est une question. Il est clair aujourd'hui, il y a les collectivités locales, on leur demande beaucoup. Le président de la République a demandé un effort aux Français de manière générale de 20 milliards d'euros et il en fait peser 10 sur les collectivités locales. Ça n'est pas rien, sachant que lors des 5 ans qui viennent de s'écouler, les collectivités locales ont déjà contribué à hauteur de 13 milliards. Donc c'est un effort qui est énorme. Voilà, je pense qu'il faut le dire comme ça. Ceci étant dit, l'État ne se désengage pas nécessairement de toutes les politiques. Ça n'est pas non plus, je crois, ce qu'il faut dire, parce que factuellement c'est faux. Voilà. L'État lui-même est également soumis à de nombreuses contraintes. Voilà, c'est ça, je disais un petit peu en creux. En fait, l'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout et clairement lui-même est soumis à des contraintes. Donc ça, c'est une chose. En revanche, il n'en demeure pas moins que sur un certain nombre de compétences,
le désengagement de l'État, ou en tout cas, le désengagement de l'État, fait que les collectivités sont obligées de s'approprier des politiques, ou en tout cas de s'approprier des enjeux sur un territoire. Je pense à la santé, par exemple, mais il y en a d'autres, qui sont d'autant plus difficiles à assumer, ou en tout cas qui nécessitent d'autant plus d'arbitrage économique et financier, que les finances des collectivités, j'en ai parlé, sont déjà soumises à rude épreuve, et que l'effort est donc difficile. Donc oui, c'est vrai que c'est là aussi, vous parliez tout à l'heure d'un grand écart, là aussi c'en est un, entre la réalité des citoyens et les problématiques qu'il faut anticiper à l'échelle d'une collectivité. On ne peut pas tout demander à l'État et tout attendre de lui non plus. Et en même temps, il y a des sujets, je pense par exemple à la santé, à l'alimentation, qui sont absolument majeurs et qui nécessitent des investissements massifs. Alors évidemment, les collectivités ont leur rôle à jouer, leur part à prendre, mais je pense que les politiques publiques au niveau national, voire européennes même d'ailleurs, parce que je milite beaucoup pour ça aussi, prennent aussi leur part dans ce dossier-là. Alors on va en parler de l'Europe, juste en faisant un petit détour du côté social aujourd'hui, avec une actualité chargée, on l'a vu, hein, la grève ne s'arrête pas au niveau national, au niveau des dépôts pétroliers, entre autres, on voit un mouvement qui s'amplifie. On en parlait ce matin avec notre invité à 7h20 dans l'info en Bretagne ce matin. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce contexte social très tendu? Est-ce qu'on est à l'aube aujourd'hui d'une grande colère Voilà, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on a l'impression que ça craque un peu de tous les côtés. Écoutez, je vais vous sortir la phrase que tout le monde sort, mais j'y crois. Je peux pas faire de politique en lisant les boules de cristal, je sais pas faire ça. Donc je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et d'ailleurs, par ailleurs, vous noterez que les grands mouvements sociaux de ce pays dans l'histoire ont rarement été anticipés à la hauteur de ce qu'ils ont été. Et des fois même, on a anticipé des mouvements qui n'ont jamais vraiment eu lieu. Donc je vais pas avoir la prétention de jouer à ce jeu-là. En revanche... il y a une colère quand même, elle est ressentie. En revanche, il y a, moi je crois, des inégalités qui explosent, et que ce fait-là est un sujet. Outre les arguments académiques qu'on pourrait sortir, parce que c'est un phénomène qui est très étudié, hein, mais effectivement, le fait qu'il y ait aujourd'hui des inégalités, que ça soit des inégalités sociales et économiques, mais aussi des inégalités dans les efforts qui sont demandés aux uns et aux autres, ça crée une incompréhension, et ça crée aussi du ressentiment. Et ça, la nécessité de ça, c'est d'y répondre. Parce que une colère à laquelle on ne répond pas, ou qu'on n'entend pas, ou encore pire, qu'on entend mais à laquelle on ne répond pas, eh bien là, en l'occurrence, j'assume, on ne sait pas où ça peut aller. Donc c'est là où je vous disais, je vais pas vous dire où ça va, par définition, moi j'en sais rien. En revanche, ce que je vous dis, c'est que ça peut devenir incontrôlable. Voilà, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, et que effectivement, je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où encore une fois on est dans ce grand écart que vous soulignez tout à l'heure, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, notamment sur le maillage des territoires, le service public, en tout cas c'est ma conviction, et que si l'État ne peut pas tout faire, c'est un fait, et qu'on n'attend pas tout de lui, il y a quand même, me semble-t-il, un minimum sur le service public en proximité notamment, et je pense notamment à la ruralité, parce que il s'agit certainement pas d'opposer les uns et les autres, mais c'est ceux qui souvent vivent dans la plus grande précarité, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit de mobilité, qu'elle soit de logement, etc. Et c'est là où vivent quand même un certain nombre non négligeable de nos concitoyens. Et donc c'est aussi la capacité de respecter les choix collectifs qui sont faits par les uns et les autres, qui décident de ne pas tous s'entasser en ville. Donc voilà, il y a une vraie réponse à apporter, qui doit être une réponse mesurée, mais en même temps radicale, dans le sens où il y a des choix qui sont à faire, et que aujourd'hui on arrive à une période où des choix importants vont devoir être portés, mais non seulement portés, mais politiquement assumés. Alors, les territoires, ce sont les communes, ce sont les agglos, ce sont les régions, les pays, et ça nous mène tout droit à l'Europe. Vous le disiez tout à l'heure, Tugdual-Lelay, vous militez pour cette Europe. Alors, on a une Europe qui est très chahutée actuellement. On va convoquer évidemment la guerre en Ukraine. L'Europe qui se trouve au devant de la scène pour prendre des décisions qu'elle n'a jamais prises jusqu'à présent. Cette situation inédite est-elle une chance pour l'Europe de montrer son unité? Ou est-ce qu'il y a un petit côté un petit peu, on va un petit peu vous juger, étant donné la complexité de la situation? Non, mais là aussi, je partage tout à fait. D'abord,
l'Union européenne a réagi comme on n'attendait même pas qu'elle réagisse. C'est-à-dire qu'elle a quand même montré une unité qui n'a pas été une unité de façade, contrairement à ce qu'on a bien voulu dire au départ. Malgré des antagonismes entre certains pays européens. Et cet effort diplomatico-politique est majeur. Est majeur parce que l'Union européenne a agi tel un bloc, et non seulement tel un bloc, mais tel un bloc politique. Et non seulement tel un bloc politique, mais tel un bloc politique qui a assumé ses positions, et non seulement qui les a assumées, mais qui les a expliquées et qui a été au bout de la logique. Et à ma connaissance, je crois que c'est la première fois que politiquement, l'Europe prend une décision aussi forte et qu'elle l'assume politiquement. Oui, parce qu'on avait tendance à dire que l'Europe était un peu tiède en matière diplomatique, par exemple. Exactement, on avait tendance à dire ça d'une part, et on avait aussi tendance à penser ou à présenter les choses de telle sorte à ce qu'on dise que l'Union européenne prenne des décisions techniques. Or, je ne le crois pas du tout. Je pense que toutes les décisions quasiment de l'Union européenne sont des décisions éminemment politiques. Et là, en l'occurrence, c'est une décision qui a été assumée et présentée comme politique et assumée comme telle, et défendue comme telle. Et donc là aussi, je pense que c'est une première, et je pense qu'il faut le souligner parce qu'on est souvent à dire qu'on attend ci et ça de l'Europe, un petit peu comme on parlait des pouvoirs publics tout à l'heure, mais on attend beaucoup de choses de l'Union européenne, mais quand ça va pas, on est les premiers à le dire, et je crois qu'il faut aussi prendre un peu de temps pour dire quand les choses sont bien faites. Mais ceci dit, effectivement, on est à un tournant. Je reviens de Bruxelles où j'y étais là pendant 2 jours. Où je fais partie d'un programme qui réunit des jeunes leaders politiques locaux qui ont eu l'opportunité de discuter avec des responsables européens divers et variés. Et on parlait notamment de l'engagement politique des jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs, des citoyens de manière générale. Et une chose intéressante sur ce sujet, c'est 58% des jeunes aujourd'hui au niveau européen sont engagés dans la société dans laquelle ils vivent. 58%. C'est énorme. D'abord, c'est énorme parce que c'est une large majorité, c'est un premier fait, mais c'est énorme d'autant plus que c'est en gros une augmentation de 17% par rapport à il y a 3 ans. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a des attentes. Quand on crée des attentes, il y a des attentes, c'est normal, on en a parlé, il y a des attentes sur l'environnement, la géopolitique, sur l'économie, sur le social, la précarité, tout ce dont on vient de parler finalement. On les a vus, les jeunes, très engagés pour le climat, par exemple, au niveau européen. Exactement. Et donc on crée des attentes, et notamment même des attentes auprès de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour la première fois depuis bien longtemps, les attentes au niveau européen augmentent. Sauf que, et c'est là, ça a été tout le propos que j'ai pu tenir à cette occasion, c'est que les attentes créent aussi d'énormes responsabilités. Et c'est là où, pour répondre à votre question, c'est là où je pense que l'Union européenne est à un tournant. C'est-à-dire que quand on crée ces responsabilités-là, ou quand on crée ces attentes-là, les responsabilités, c'est d'y répondre. Parce qu'il y a pire, il y a bien pire que l'abstention, puisque il y a la non prise en compte de celles et ceux qui participent. Et ça, c'est vraiment une étape que l'Union européenne ne doit pas lâcher, parce que, en l'occurrence, il faut qu'elle montre qu'elle est utile, qu'elle répond aux attentes, c'est-à-dire qu'elle répond aux préoccupations légitimes des uns et des autres, et que sans un vrai bond en avant politique sur lequel on assumerait nos décisions politiques et nos choix politiques tels qu'on les a assumés sur la question ukrainienne, par exemple, eh bien, je crois que l'Union européenne se retrouverait encore dans des difficultés qu'elle pourrait s'épargner autrement. Donc voilà, c'est tout un tas de réflexions qui, me semble-t-il, sont fondamentales pour l'avenir de... Pourquoi finalement pour le mieux vivre ensemble, et que ça soit un mieux vivre ensemble au niveau européen, parce qu'il y a des enjeux, il se trouve, qui seront mieux réglés au niveau européen qu'au niveau guingampais, breton, national, même si je fais partie de ceux qui pensent que Guingamp est au centre du monde et est la plus belle ville du monde. Je crains malheureusement qu'il y ait quelques sujets que mon maire Philippe Le Goff ne puisse pas régler seul, et que effectivement, ça soit au niveau européen que ça se règle. Et donc, on fait aussi de la politique, et c'est l'objectif aussi de ça, de régler ça et de répondre aux attentes. Voilà, j'allais dire, on renvoie la balle, ça renverra un petit peu au foot, parce que c'est aussi très associé à Guingamp. On a une Europe aujourd'hui qui tangue aussi du point de vue politique. Autant elle a pris beaucoup de place au niveau géopolitique, là elle tangue au niveau politique. On voit l'Italie qui a voté pour une droite extrême avec des relents fascistes. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. On a une Espagne
l'Allemagne qui a tendance aussi à aller un petit peu vers une droite dure. On a la Suède, très récemment également, qui a fait un choix dans ce sens. Est-ce que c'est de nature... j'ai posé la question à quelques invités ici, et je vous la pose, Tugdual Lelais, est-ce que c'est de nature à vous inquiéter sur une Europe qui pourrait se... Alors, je ne vais pas prendre le terme radicaliser à droite, c'est peut-être pas forcément le terme approprié, mais enfin, qui pourrait se durcir? D'abord, l'Europe est, de ce point de vue-là, à l'image des citoyens. Je veux dire, personne n'a mis l'extrême droite au pouvoir sans que les gens l'aient voté pour elle. Ça a été le cas en France. Ça a été le cas. Alors, l'extrême droite n'est pas au pouvoir en France, mais elle est très présente au Parlement. Elle est très présente, effectivement. Et je pense que ça reflète d'une certaine tension dans la société. Et on se rend bien compte d'ailleurs que ça n'est pas qu'en France. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. Est-ce que ça m'inquiète ? D'une part, oui, mais je pense qu'il ne faut pas éluder le vrai débat, c'est-à-dire que c'est pourquoi. On peut pas regretter le vote, ou en tout cas les percées d'une droite, je dirais, extrême, fasciste des fois, disons pour le moins ultra-conservatrice, un peu partout en Europe. Et ne pas se poser la question du pourquoi. Parce que moi, je refuse de penser que les citoyens font ça. Enfin, je fais pas partie de ceux qui stigmatiseront les votes. Je considère qu'un vote est une expression et donc quelque part une réponse à un problème. Et donc je pense que effectivement ça m'inquiète, mais ça m'inquiète parce que je pense aussi que sur tout un tas de sujets, soit on est passé à côté, soit on n'a pas répondu, soit sur certains autres on a répondu à l'envers. Après c'est un commentaire politique que j'assume, mais sur tout un tas de sujets, je pense aux services publics en ruralité, sur la question européenne, je pense par exemple aux minimums sociaux. Alors bien sûr, ces derniers temps, l'Europe a mis la balance de l'autre côté, et elle commence à faire des efforts qui vont par exemple vers la question d'un minimum social au niveau européen. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, et je pense que ça c'est de nature aussi à répondre aux anxiétés, parce que finalement c'est de ça dont il s'agit. Il y a eu des peurs, il y a encore des peurs sur des phénomènes, qu'ils soient migratoires, qu'ils soient etc. Mais parce qu'en Italie, à un moment donné, il faut aussi dire les choses. En Grèce ou en Italie, mais l'Europe les a laissés seuls. Voilà, il y avait un flot de migrants, il ne s'agit pas de juger. Non, il ne s'agit pas de juger. Il y a un flot de migrants qui est arrivé et on les a laissés se débrouiller finalement. Il y a ce qu'on appelle... certains pays européens n'ont pas pris leur part. Non mais je vous rejoins totalement. Il y a ce qu'on appelle, je ne vais pas être technique pour nos auditeurs ce matin, c'est pas la peine, c'est pas le sujet, mais il y a ce qu'on appelle le règlement de Dublin. Le règlement de Dublin, c'est quoi ? C'est les pays qui accueillent, c'est-à-dire qui sont la porte d'entrée des migrants en Europe, sont ceux qui gèrent les dossiers. Bon, il se trouve que pour des raisons que vous comprendrez aisément, je pense qu'il y a moins de migrants à arriver directement en Finlande qu'en Grèce ou en Italie, voire en Espagne ou en France. Voilà, il y a des réalités géographiques. Voilà, à un moment donné, voilà. Et l'Europe, tout ça, enfin voilà, moi c'est une conviction, c'est débattable peut-être, mais en tout cas ma conviction, c'est que l'Europe les a abandonnés et que pendant des années, ils se sont retrouvés seuls à devoir intégrer des millions de personnes, là où ça n'aurait pas constitué un effort insurmontable pour de nombreux États si on s'y était mis tous ensemble. Évidemment que ça génère des incompréhensions, des réactions, une forme de colère, parce qu'il y a une forme d'abandon. Et je pense que c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance parce qu'il y a une forme d'abandon. Et que ça doit être une des grandes leçons aussi, je crois, de la période. Vous parliez des montées des extrêmes. Je pense que, sans vouloir faire de la philosophie, mais il faut être très concret à un moment donné, on ne peut pas abandonner les gens et il faut réussir à maintenir ce lien de confiance. Et il y a des choses à faire. On parle d'environnement, on parle de crise énergétique, de sobriété énergétique, de précarité dans le logement. Voilà, c'est tout un tas de dossiers de migration, tout un tas de dossiers sur lesquels il y a beaucoup à faire et on ne peut pas se permettre, on ne peut plus se permettre de ne pas y répondre. Alors on a souvent, et ce sera quasiment ma dernière question, il nous reste 3-4 minutes, 2 minutes me dit mon réalisateur préféré. Ça se négocie, ça je pense. Voilà, alors on va voir. Je voulais quand même vous poser la question, comment faire pour rapprocher l'Europe des citoyens ? Parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que l'Europe, bon, elle prend des décisions sur des normes, des fois un peu particulières, mais elle est lointaine, enfin elle est jugée comme lointaine, voilà, trop technocratique, et souvent on entend il n'y a pas assez de démocratie. Est-ce qu'il va falloir remettre la démocratie au centre de l'Europe ? Et de l'Union européenne en particulier. Alors déjà,
Déjà, je pense qu'il faudrait arrêter de le dire, avec tout le respect que je vous dois, Stéphane. Non, mais je veux dire, c'est pas contre vous, mais il faudrait arrêter de le dire, d'une part, parce qu'à force de le dire, on en fait une montagne, là où, finalement, ça n'en est pas une si insurmontable que ça. Je m'explique. Le Parlement européen, qui est la seule institution directement élue au niveau européen, est d'une transparence absolue. Je défie quiconque de me dire que c'est impossible de savoir ce qui s'y passe, on peut aller jusqu'à savoir qui rentre au Parlement et pour faire quoi. Enfin, je veux dire, jusqu'à même à quelle heure est-ce qu'il est rentré, à quelle heure il est sorti. Toutes les commissions sont filmées, publiques, etc. Bon, il se trouve qu'on peut toujours faire mieux. Je pense notamment au Conseil, c'est-à-dire au débat entre les États membres, où là, des fois, c'est vrai qu'effectivement, enfin, c'est pas des fois, c'est complètement opaque. Mais il ne s'agirait pas non plus de dire que tout ça est loin et pas transparent. En revanche... Il peut y avoir des sujets de défense nationale, par contre, qui peuvent être pas forcément publics pour des raisons qu'on peut imaginer. Pour des raisons évidentes. En revanche, par exemple, encore une fois, je reviens de Bruxelles là, mais qu'est-ce que c'était ça? C'était 200 élus locaux européens qui se retrouvaient à Bruxelles, de toute l'Europe, donc il y avait 2 Français, de toute l'Europe, 200, pour discuter directement avec des responsables, des parlementaires, le président du comité européen des régions, je considère que c'est quand même une forme de proximité dont peu peuvent aujourd'hui dire que ça existe, surtout à l'échelle d'un continent, en fait, malgré tout quand même. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a quand même une certaine transparence. En revanche, est-ce qu'on peut faire mieux? Évidemment qu'on peut faire mieux. Et je pense que d'ailleurs, les médias ont aussi un rôle énorme là-dedans. Je pense qu'on a tous notre part, que le politique fasse du politique et qu'il soit capable d'expliquer ses décisions et de les assumer. On est bien évident. Et je pense aussi, malheureusement, qu'il y a aussi un effort à faire sur... l'appropriation de ces enjeux, parce qu'on le voit bien, la presse permet une appropriation des enjeux et que ça permettra aussi une meilleure compréhension de ce qui s'y joue. Alors on fera des efforts, c'est promis, Tugdual Lelay, et puis vous l'expliquez très bien, cette Europe, voilà, vous avez chevillé au corps, si j'ose m'exprimer ainsi. On va devoir se quitter parce que là mon réalisateur ne me donnera pas une minute supplémentaire. Je rappelle Tugdual Lelay que vous êtes conseiller municipal de Guingamp, responsable national Europe du mouvement Génération, et vous êtes également enseignant à Sciences Po Paris, et vous étiez en direct avec nous, vous êtes venu de Guingamp sous la pluie, quel effort pour être en direct avec nous ce matin au micro de la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Merci Stéphane, merci à tous et tous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.